Ses yeux étaient fixés sur l'hôtesse de l'air et il écoutait ses paroles concernant la fermeture de la tablette et le retour du siège en position initiale. Car bientôt, ils entameraient la procédure de descente à l'aéroport de Rio de Janeiro. Cependant, ses pensées étaient loin de là et son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il semblait prêt à exploser. Mais il essayait de se contrôler, espérant que personne ne remarquait sa joie, son euphorie, sa peur, parce qu'il arrivait à Rio et après 2 ans, enfin, il allait retrouver sa bien-aimée. 2 ans à lui parler par ordinateur, par téléphone portable, tous les deux faisant des projets pour l'avenir ensemble. Et maintenant, il ne restait plus grand-chose avant de la rencontrer en personne, de la voir de près, en vrai, devant lui, dans ses bras. Après, mais il s'agirait de poursuivre leurs rêves. Ça ne pouvait pas mal tourner, n'est-ce pas? Oui, on dirait même le début d'une histoire d'amour, non? Mais je te garantis, là, il y a un problème là. La bien-aimée de cet homme n'avait que 12 ans. Je suis Marcos Campos et chaque semaine ici, je présente au moins 3 affaires criminelles. Lundi, mercredi et vendredi. Alors, active déjà la cloche, laisse un like, un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Et si tu peux, deviens membre, car ça m'aide beaucoup dans les productions ici. D'accord, préparez-vous, parce que l'affaire d'aujourd'hui est de celle-là. Passons aux faits. Le matin du 6 mars 2023, une fille de 12 ans est sortie de chez elle, comme elle le faisait tous les jours, pour aller à l'école. Elle est sortie vers 6h30 du matin, portant son uniforme et son sac à dos. L'école se trouvait près de Barra de Guaratiba, dans la zone ouest de Rio de Janeiro. Sauf que ce jour-là, elle n'est jamais entrée à l'école pour assister aux cours. À l'heure du déjeuner, quand Alessandra n'est pas rentrée à la maison, ses parents ont commencé à trouver ça étrange. La première chose qu'ils ont faite a été d'essayer d'appeler le portable de leur fille, mais le téléphone était soit éteint, soit hors couverture réseau. Alors, ils ont appelé l'école et c'est là qu'ils ont reçu une information qui a tout empiré. Alessandra n'était pas entrée à l'école ce matin-là et cela n'avait aucun sens. Selon ses parents, la jeune fille était calme, responsable, elle n'avait jamais fugué, elle n'avait jamais fait ça, elle n'avait aucun antécédent. Par exemple, même lorsqu'il y avait des problèmes avec d'autres personnes, elle suivait toujours la même routine. Autrement dit, pour la famille, il n'y avait aucune raison pour qu'elle disparaisse soudainement. Mais 2 informations ont commencé à éveiller des soupçons. Premièrement, dans son sac à dos, en plus de ses affaires scolaires, Alessandra avait emporté une robe rose et une paire de chaussures neuves. Deuxièmement, certaines personnes ont dit avoir vu la fillette parler avec un homme inconnu devant l'école. À partir de ce moment-là, pour la famille, ce n'était plus simplement un retard, c'est devenu une affaire de police. O início da investigação. Avec la fillette disparue, les parents se sont rendus aux brigades de recherche des personnes disparues à Rio de Janeiro et ont signalé l'affaire. À partir de là, les premières investigations ont commencé. Les enquêteurs ont parlé avec la famille, les camarades de classe et les personnes qui avaient vu Alessandra pour la dernière fois, ce matin-là. Et dès les premiers entretiens, une information très importante est apparue. Quelques mois auparavant, les parents avaient découvert que leur fille entretenait une amitié en ligne étrange avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Selon eux, Alessandra discutait avec un garçon qui disait vivre dans le Minas Gerais et tous les deux s'étaient rencontrés sur TikTok. Quand ils ont découvert cela, les parents se sont naturellement inquiétés et ils ont même confisqué le téléphone de leur fille pendant un certain temps pour couper ce contact. À l'époque, la jeune fille disait à certaines amies que ce garçon était son petit ami. D'après ce qu'elle racontait, il s'appelait Eduardo et avait environ 16 ans. Mais ses parents n'ont jamais cru à cette histoire. En réalité, ils soupçonnaient que ce profil était faux et que derrière lui se cachait en fait un homme adulte beaucoup plus âgé. Malgré tout, après quelques mois, les parents ont fini par rendre le téléphone portable à leur fille. Selon le père, Alessandra est devenue très abattue pendant la période où elle était sans téléphone.
Elle a alors promis qu'elle ne parlerait plus à ce garçon et pour cette raison, ses parents lui ont accordé un vote de confiance et ont décidé de lui rendre à nouveau le téléphone. Mais maintenant, avec la disparition de la jeune fille, les enquêteurs devaient envisager toutes les possibilités. Celle-ci, évidemment, aussi car même à seulement 12 ans, comprendre les relations de la victime, y compris celles virtuelles, pouvait être fondamental pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Pendant ce temps, une autre information a débuté. Ah, certaines personnes qui se trouvaient près de l'école ce matin-là ont dit qu'Alessandra semblait calme pendant qu'elle parlait avec cet homme qui se trouvait devant l'école, avec elle. Autrement dit, tout indiquait qu'elle n'avait pas été emmenée de force. Elle est simplement montée dans une voiture avec lui et est partie. Et à ce moment-là, personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait réellement. Mais la grande question était, qui était cet homme et où avait-il emmené la fillette? Le message, au fil des heures, le désespoir de la famille ne faisait qu'augmenter. Les amis et les proches ont commencé à aider dans les recherches, ce protocole habituel. Des affiches avec la photo d'Alessandra ont été placardées à plusieurs endroits de la région et l'affaire a également commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Le service de signalement a commencé à recevoir des informations, mais beaucoup d'entre elles se sont révélées fausses. Il y a même eu des gens qui disaient avoir vu la fillette dans différents quartiers, dans différentes communautés, et chaque nouvelle information redonnait de l'espoir aux parents. Mais quand ils se rendaient dans ces endroits, ce n'était pas leur fille. Au milieu de ce désespoir, ils ont même reçu de faux appels. Et oui les gars, il y a vraiment des gens aussi mauvais que ça. Certaines personnes ont envoyé des messages disant qu'Alessandra avait été agressée sexuellement et qu'elle se trouvait dans un certain hôpital. Mais rien de tout cela n'était vrai. Et la situation est devenue encore plus étrange. Le lendemain, la famille a reçu un message envoyé depuis le téléphone portable d'Alessandra elle-même. Avec ce message, il y avait aussi une photo de la jeune fille à l'intérieur d'une voiture. Dans ce message, elle disait qu'elle allait bien et que ses parents devaient rester calmes, ne pas s'inquiéter. Mais quelque chose a immédiatement attiré l'attention. Une cousine de la jeune fille a ensuite commenté que le message était rédigé d'une manière très correcte, avec une ponctuation parfaite, des phrases complètes. Et, selon cette cousine, ce n'était pas sa façon naturelle d'écrire. Elle n'avait pas l'habitude d'envoyer des messages comme ça. De plus, sur la photo, l'expression de la jeune fille a été décrite comme triste aux enquêteurs. Alors, cela a déclenché une alerte importante. Il était possible que quelqu'un ait dicté ce message ou lui ait indiqué quoi écrire. Après cela, son téléphone portable est resté éteint à nouveau. L'enquête progresse alors, et c'est à ce moment-là qu'une autre information pertinente apparaît. Une camarade de classe a raconté qu'Alessandra avait dit qu'elle pensait voyager dans le Minas Gerais pour rencontrer son petit ami virtuel. Cette même personne avec qui elle discutait, elle l'avait rencontré sur TikTok. Maintenant, pour les enquêteurs, tout cela commençait à avoir un certain sens. L'hypothèse qui prenait de la force était que quelqu'un l'avait trompée et avait réussi à la convaincre de partir avec lui. Mais il restait encore à répondre à la question principale. Qui était cette personne? Qui était cet homme? Pendant que l'enquête avançait, les policiers ont commencé à analyser les contacts de la jeune fille sur les réseaux sociaux. Il fallait suivre les appels, les traces numériques, l'historique des messages, les comptes utilisés, les appareils qui avaient été en contact avec le téléphone portable de la jeune fille. Et, petit à petit, les enquêteurs ont assemblé les pièces de ce puzzle et sont arrivés à une conclusion. L'homme qui avait emmené Alessandra n'était pas un adolescent de 16 ans, c'était un adulte. Il s'appelait bien Eduardo da Silva Noronha, sauf qu'il avait 25 ans. Eduardo était originaire de Paulo Ramos, une petite ville de l'intérieur du Maranhão, avec environ 25 000 habitants. Et, selon l'enquête, le contact entre les deux ne datait pas d'hier. En fait, il était déjà avec Alessandra depuis environ 2 ans, c'est-à-dire depuis que la fille n'avait que 10 ans. Pendant tout ce temps, Eduardo a maintenu des conversations fréquentes avec elle sur Internet. Selon les enquêteurs, il s'est rapproché petit à petit, créant un climat de confiance jusqu'à convaincre la fille qu'ils avaient une relation. Et il y avait un autre détail inquiétant dans le téléphone portable d'Alessandra. Il y avait une application espion et ce type d'application permet à une autre personne de suivre les messages,
la localisation et plusieurs activités sensibles effectuées sur l'appareil. Selon la police, c'est ainsi qu'Eduardo a réussi à surveiller la routine de la jeune fille. Il savait quand elle quittait la maison, quand elle rentrait de l'école et quels étaient les horaires où elle restait seule. Avec ces informations, il a commencé à planifier la rencontre. Eduardo travaillait et pendant un certain temps, il a économisé de l'argent. Son plan était de voyager jusqu'à Rio de Janeiro, de rencontrer la jeune fille et de l'emmener avec lui à São Luís, la capitale du Maranhão. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le matin où Alessandra a disparu, Eduardo était déjà à Rio de Janeiro. Il avait pris l'avion depuis le Maranhão pour s'y rendre. Tout le monde se souvient de l'ouverture de l'épisode. N'est-ce pas là que j'ai raconté l'histoire d'un homme anxieux, tentant de cacher ses émotions pendant l'atterrissage de l'avion? Eh bien, après qu'il ait atterri, il est allé à l'école de la jeune fille et l'a retrouvée. À partir de ce moment-là, tous les deux ont commencé un voyage de plus de 3000 km à travers le pays. Mais il y avait un problème, un gros problème, je dirais. Alessandra n'avait que 12 ans, elle n'avait pas ses papiers, et à cause de cela, elle ne pouvait pas prendre l'avion ni le bus. Alors, Eduardo a dû improviser, trouver un autre moyen de rentrer au Maranhão. Et la solution qu'il a trouvée était quelque chose peut-être d'insolite qui a même surpris les enquêteurs. Le voyage, n'importe laquelle des options de transport les plus courantes, disons, aurait exigé, comme nous l'avons vu, une pièce d'identité officielle pour la fillette. Alors, Eduardo a dû trouver une autre façon de partir, de quitter Rio de Janeiro. Avec elle, Eduardo a commandé une voiture via une application pour faire ce long voyage. Le trajet entre Rio de Janeiro et São Luís du Maranhão fait environ 3100 km. Selon les conditions de la route, cela représente 2 à 3 jours de voyage. Selon Eduardo lui-même, comme il l'a raconté plus tard, la course aurait été programmée environ une semaine à l'avance. Et le montant payé pour ce trajet-là, d'après ce qui est indiqué, aurait été fixé à environ 4000 reais. Mais il n'est pas clair si cette course a été arrangée directement avec le chauffeur ou si elle a été réservée directement dans l'application. Ce que l'on sait, c'est que les trois ont passé des journées entières dans la voiture. Le chauffeur, Eduardo et la jeune fille de 12 ans qui venait tout juste de renoncer. Parecer do Rio de Janeiro. Pendant cette période, alors qu'ils traversaient les plusieurs états du pays par la route, la famille d'Alessandra restait désespérée, angoissée, sans savoir ce qui se passait ni où elle se trouvait. La seule piste concrète était ce message étrange qui avait été envoyé depuis son téléphone portable. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient à essayer de retracer les mouvements numériques impliqués dans l'affaire, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, enfin, une piste claire apparaisse. Une orientation claire est apparue. Les données recueillies par l'enquête ont indiqué que la jeune fille pourrait effectivement se trouver au Maranhão. Face à cela, la police de Rio de Janeiro a pris contact avec les officiers, les policiers civils là-bas à São Luís du Maranhão. Et à partir de ce moment-là, une opération conjointe a été lancée pour localiser Alessandra. Parce que maintenant, les enquêteurs pensaient qu'ils savaient exactement où chercher Alessandra. En travaillant ensemble, maintenant, les enquêteurs des deux États ont réussi à localiser une adresse et bien sûr, ils s'y sont rendus. Après quelques investigations, les policiers sont arrivés à une propriété dans le quartier de Vineia, à São Luís. Là, il y avait un petit studio loué par Eduardo. Le 14 mars 2023, 8 jours après la disparition d'Alessandra, les policiers se sont rendus sur place pour vérifier la situation. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont essayé de prendre contact à la porte du logement. Pendant que les agents étaient là, essayant de comprendre s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de cette maison, une fille est apparue à la fenêtre. Et oui, c'était Alessandra. À ce moment-là, les policiers ont eu la certitude qu'ils avaient trouvé la victime qu'ils cherchaient depuis plus d'une semaine. Selon le commissaire Marconi Matos, responsable de l'affaire, la jeune fille était retenue à l'intérieur de ce studio et ne pouvait pas sortir seule. La situation a été qualifiée d'enlèvement et de séquestration. Alessandra a été immédiatement retirée des lieux et emmenée pour recevoir des soins. Elle a été placée sous la protection du conseil tutélaire à la Maison de la Femme brésilienne à São Luís, un centre d'accueil pour les victimes de violences. Pendant ce temps, à Rio de Janeiro, les parents ont enfin reçu la nouvelle qu'ils attendaient désespérément depuis des jours. Leur fille avait été retrouvée. Elle allait bien, elle était en vie. Le soulagement a été immense. Un nouveau défi surgit. Voyager jusqu'au Maranhão pour récupérer la fillette.
Comme Alessandra n'avait pas de papier, ses parents devraient s'y rendre en personne pour la ramener à la maison. Autrement dit, en plus du voyage aller, ils seraient obligés d'acheter 3 billets pour le retour, une dépense imprévue. Mais à ce moment, tout cela importait peu, n'est-ce pas? L'essentiel était que leur fille soit retrouvée et bientôt de retour à la maison. Et pendant ce temps, Eduardo a été arrêté et à partir de là, l'affaire a été portée devant la justice. Après son arrestation, Eduardo da Silva Noronha a été poursuivi pour enlèvement et viol de personnes vulnérables. Même si, à ce moment-là, il n'existait toujours aucune preuve qu'il y avait réellement eu une relation intime. Jusqu'alors, il n'avait pas de casier judiciaire. Mais juste après l'audience de présentation devant le juge, la justice a pris une décision qui a eu beaucoup de répercussions. Eduardo a obtenu le droit d'être poursuivi en liberté en portant simplement un bracelet électronique. La décision a pris en compte, entre autres choses, le témoignage d'Alessandra elle-même. Selon ce qui a été rapporté, la jeune fille a déclaré qu'elle aurait voyagé avec lui de son plein gré. Et, dans la version présentée par Eduardo, l'histoire serait différente de ce qu'indiquait l'enquête. Il a affirmé qu'ils entretenaient une relation et que leur projet était de commencer une vraie relation amoureuse lorsqu'elle aurait 18 ans. Selon lui, le voyage a eu lieu parce qu'Alessandra avait des problèmes chez elle et voulait partir. Eduardo a également déclaré qu'il avait l'intention d'informer la famille d'Alessandra que tout allait bien dès que la situation se serait calmée. D'ailleurs, selon lui, c'est Alessandra elle-même qui a envoyé les messages à ses parents pendant le voyage. Dans son récit, ils regrettaient tous les deux et la jeune fille allait bientôt rentrer à la maison. Mais selon sa version, pendant que tout cela se passait et qu'ils réfléchissaient à la situation, la police est arrivée et les a pris en flagrant délit, pendant que la procédure suivait son cours. Alors, devant la justice, de nouvelles informations sont apparues. La première étape du procès a eu lieu le 29 octobre 2025 à la 8e chambre criminelle spécialisée dans les crimes contre les enfants et les adolescents à São Luís. Comme il s'agit d'une victime mineure, l'affaire a été placée sous le sceau du secret de la justice. Et là, nous avons un problème concernant ce qui est effectivement public dans cette histoire. Il a également été signalé qu'Eduardo avait même déménagé au Pará et qu'à un certain moment, il ne portait plus de bracelet électronique. Même ainsi, parmi les mesures imposées par la justice, il y avait l'interdiction de quitter le pays et d'avoir tout contact avec Alessandra. Sa défense affirme qu'elle entend obtenir l'acquittement en soutenant qu'il n'y aurait pas eu d'abus sexuels. Au bout du compte, ce que cette affaire montre, c'est quelque chose qui malheureusement devient de plus en plus courant. Ce n'est pas un adulte se faisant passer pour un adolescent, discutant pendant 2 ans sur Internet avec un enfant. Là-bas, il gagne sa confiance, influence ses décisions, jusqu'à convaincre cette fille de traverser tout le pays pour vivre avec lui. Et écoutez, j'aimerais avoir votre avis sur une chose en particulier. Aujourd'hui, il est très courant de voir des enfants et des adolescents passer des heures isolées dans leur chambre, sur leur téléphone. À votre avis, jusqu'à quel point les parents peuvent-ils vraiment savoir ce que leurs enfants font sur Internet, avec qui ils parlent? Parce que réfléchissez avec moi, je ne sais pas, pour un homme plus âgé, un adulte, mal intentionné, avec un esprit aussi malsain, cela semble être une tâche aussi facile que de voler un bonbon à un enfant. Faire un lavage de cerveau à un petit enfant de 10 ou 12 ans, ce n'est pas extrêmement dangereux. J'attends maintenant le dénouement de cette histoire. Comme c'est soumis au secret judiciaire, n'est-ce pas? On ne connaît pas les détails à partir de cette découverte du retour de la fillette à la maison. Nous ne savons pas si l'enquête a découvert ou non, à travers un rapport ou un examen, s'il y a eu ou non un élément qui pourrait constituer des circonstances aggravantes. N'est-ce pas pour l'instant? C'est ce que nous savons. Et j'ai décidé de vous raconter cette histoire ici parce qu'elle ressemble à un conte, tellement elle est absurde, mais elle illustre bien ce que je viens de dire. N'est-ce pas pour une personne mal intentionnée, il est très facile d'influencer l'esprit d'une personne de 10, 12 ans, au point qu'elle trahisse la confiance de ses parents pour ne pas trahir la confiance de celui qui, dans sa petite tête, est plus cool, plus proche d'elle, comprend ses envies. Et tu sais, je peux en parler parce que j'ai 2 filles, dont une d'ailleurs, à 12 ans. Je remarque ça, tu comprends? Parfois, les parents sont juste les types pénibles, ceux qui ne comprennent rien à ce qu'ils veulent, qui gâchent toujours les plans, etc., etc., etc. Mec, c'est une phase complexe, mais il faut rester constamment vigilant.
Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose de très important sur la relation avec son fils. Je pense que cela vaut pour nous tous, pour vous aussi qui êtes responsables d'enfants, d'adolescents. Ils n'ont pas besoin de nous aimer en ce moment. C'est nous qui en avons besoin. Les aimer au point de poser des limites, même s'ils ont l'impression qu'on ne les aime pas, c'est tout. Merci beaucoup pour votre compagnie, laissez votre avis ici. Bisous aux roux et à bientôt pour le prochain épisode.